Bienvenue à l'émission à Planète Terre cette semaine. D'abord, nous allons parler du Japon. Est-ce que vous pouvez me nommer le nom du leader de l'opposition ou le nom du premier ministre japonais? Ah non, moi non plus, je ne pouvais pas vous le nommer. Une des raisons, enfin, le prétexte qu'on va se donner, c'est qu'il change trop souvent. Encore récemment, le chef de l'opposition a dû démissionner dans une affaire de corruption et le premier ministre n'est là que depuis quelques mois. Alors, y a-t-il une malédiction sur les chefs politiques japonais? Nous allons en parler avec l'anthropologiste et spécialiste du Japon, Bernard Bernier. Ensuite, nous nous transportons dans le monde arabo-musulman, là où on trouve pluralisme et radicalisation. Est-ce qu'il y a un lien, c'est-à-dire entre ces deux termes? Pourquoi est-ce que ces terres sont si propices à l'éclosion de groupes radicaux? Nous en parlons avec la sociologue Valérie Amirault et le politologue Frédéric Vérel. Finalement, nous allons parler d'énergie. Le professeur des HEC Pierre-Olivier Pinault a lu pour nous 2 ouvrages sur la crise de l'énergie, comment en sortir. On l'entendra nous dire ce qu'il en a retenu. Alors, dans un instant, derrière le bruit, le Japon qui perd ses leaders. Derrière le bruit cette semaine, un bruit qu'on n'entend presque plus, c'est le bruit des leaders japonais qui tombent. Eh bien, récemment, il y en a un, le chef du principal parti d'opposition, le chef de l'opposition officielle, dont on pensait qu'il allait gagner les élections législatives japonaises qui auront lieu à l'automne, a dû quitter dans une affaire de corruption. Et ce qui permet au premier ministre par intérim, qui a lui-même remplacé un autre premier ministre qui a dû démissionner l'an dernier, d'avoir une chance réelle de garder le pouvoir après cette élection. Mais je vous dis ça sans les nommer parce que mon japonais n'est pas très bon. Pour poser la question avec mon invité, y a-t-il une malédiction politique qui s'abat sur le Japon et ses leaders depuis maintenant une quinzaine d'années? Alors, pour en parler, mon invité, Bernard Bernier, merci d'être avec nous. Bernard, vous êtes professeur au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Vous êtes un spécialiste du Japon. Vous venez de publier votre dernier ouvrage, Le Japon au travail. C'est aux presses de l'Université de Montréal. Et donc, simplement en guise d'introduction, dire aux auditeurs qu'au Japon, il y a un parti gouvernemental qui, de 55 à 93, a maintenu sous sa férule ou son habileté, enfin son pouvoir sur le pays, mais depuis 93, c'est une succession de premiers ministres qui, à plus ou moins brève échéance, ne terminent pas leur mandat, sont remplacés, il y a des guerres intestines à l'intérieur des partis eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que la crise économique qui a commencé fin 89, mais en fait qui s'annonce surtout dans les années 90, a beaucoup affaibli les partis politiques. Il faut quand même reconnaître qu'il y en a un qui est demeuré premier ministre pendant 5 ans. C'est Koizumi, qui était là plus ou moins au tournant du siècle, et qui était très populaire, qui a réussi finalement à sortir le Japon de la crise, mais le Japon y est retombé en 2008. La popularité très basse du premier ministre actuel, M. Aso Taro, vient du fait que le Japon est replongé dans la crise à cause des problèmes américains depuis 2008 et que les politiques gouvernementales, jusqu'à maintenant, ont été tout à fait inefficaces. Pour ce qui est du parti d'opposition, donc c'est M. Ozawa, qui espérait devenir premier ministre. C'est un ancien du Parti libéral-démocrate aussi, comme la plupart... Qui était le parti de gouvernement. Exactement, comme la plupart des dirigeants, des hauts dirigeants de ce parti-là. M. Kan Naoto, Hatoyama et Okada, tous ces gens-là viennent du Parti libéral-démocrate. Donc, c'est des gens qui ont des politiques assez semblables à celles du Parti libéral-démocrate. Ils sont partis pour différentes raisons. Ozawa avait quitté parce qu'il avait été pris dans un scandale au moment où il était au Parti libéral-démocrate. Donc, ce n'est pas le premier scandale. Et ce n'est pas le premier scandale qui est lié aux compagnies de construction. Parce que... Alors, décrivez-nous ce dernier scandale en quelques mots. En fait, c'est un scandale de financement du parti politique, mais surtout un financement du candidat Ozawa. Il y a des lois au Japon sur le financement des partis. Les entreprises peuvent financer les partis, mais pas des candidats. Et là, c'est le secrétaire de M. Ozawa qui était très proche d'une compagnie de construction qui est assez louche et qui a obtenu des fonds pour la campagne de M. Ozawa, ce qui est illégal. Si ça avait été donné au Parti démocrate, ça aurait pu aller, mais ça a été donné à un candidat.
Il faut noter qu'il y a maintenant 2 ou 3 candidats importants du Parti libéral-démocrate qui sont pris dans le même genre de scandale avec la même entreprise. Mais ils ont reçu moins parce que les liens entre ces candidats-là et la compagnie de construction était beaucoup moins intime que ceux de M. Ozawa avec cette compagnie-là. Parce qu'en fait, le scandale d'il y a 10 ans à peu près, ou un peu plus, qui avait forcé M. Ozawa à démissionner du Parti libéral-démocrate, c'est avec la même compagnie de construction. Alors, c'est pas quelqu'un qui apprend de ses erreurs. Il a recommis la même faute. Lui, il dit que c'est pas lui, que c'est son secrétaire. Okay. Il dit, moi, j'ai rien eu à voir là-dedans, c'est mon secrétaire qui a fait ça. On peut en douter, mais disons que jusqu'à maintenant, on n'a pas de preuve qu'il était mêlé à ça. Il n'a pas encore été accusé. Par contre, son secrétaire particulier, lui, a été accusé. Bon, mais ce que vous dites, c'est que politiquement, ça ne change pas grand-chose parce que les orientations politiques ou programmatiques des 2 grands partis sont à peu près les mêmes. Comme vous dites, plusieurs des leaders du parti d'opposition viennent du parti de gouvernement. Et là, on a 2 partis qui sont affaiblis. Alors, y a-t-il quelque part une régénération possible dans le personnel politique japonais? C'est difficile à voir pour le moment. Il n'y a aucun des autres partis qui a la capacité de prendre le pouvoir. Donc, c'est un de ces 2 partis-là. Si le Parti démocrate, qui est le parti d'opposition, prenait le pouvoir, je ne pense pas que ça changerait grand-chose pour le contenu des politiques. Par contre, symboliquement, ça serait important. Parce que, à part quelques mois en 1993, le Parti libéral-démocrate a toujours été au pouvoir. Donc, ça annoncerait une alternance entre 2 partis de centre-droite, si l'on veut, avec des politiques légèrement différentes. En fait, le Parti démocrate était beaucoup plus néolibéral que le Parti libéral-démocrate, mais ce n'était pas nécessairement plus progressiste. Hein. Et, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Bon, il y a un Parti socialiste qui est quand même pas insignifiant, mais pourquoi est-ce que une gauche pragmatique n'arrive pas à trouver un électorat au Japon? Ils sont presque arrivés à le faire dans les années 60-70. Ce qui les empêchait de le faire, c'est la carte électorale, qui donnait beaucoup plus de poids aux campagnes qu'aux villes. Le Parti socialiste était plutôt fort dans les villes, le Parti libéral-démocrate à la campagne, et on a refusé de changer la carte électorale malgré l'exode rural. On a changé la carte seulement quand les villes sont devenues plus conservatrices, classe moyenne, consommation. À ce moment-là, le Parti libéral a accepté de modifier, mais à ce moment-là, le Parti socialiste avait beaucoup baissé et il n'y avait aucun danger pour le Parti libéral-démocrate. Dans ces années-là, il y a des moments où le Parti socialiste a eu autant de voix que le Parti libéral-démocrate, mais n'a jamais réussi à prendre le pouvoir. Par contre, il l'a pris dans les villes, et ce qui a forcé un changement de politique du parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que le Parti socialiste a des mairies importantes? Oui, il y en a encore quelques-unes, mais beaucoup moins qu'auparavant. En général, en association avec le Parti communiste. Mais maintenant, la plupart des grandes villes sont revenues du côté des partis conservateurs, parce que la majorité des Japonais votent maintenant pour ces partis-là. Mais à Osaka, il y a eu pendant longtemps, mais ils l'ont perdu récemment, là, une mairie qui était de gauche. À Tokyo, ça fait déjà plusieurs mandats que c'est un candidat plutôt d'extrême droite qui est élu, moins pour ses politiques que parce qu'il est flamboyant, mais c'est quand même un ultranationaliste assez dangereux, mais heureusement pour tout le monde, il est limité à Tokyo. Il n'a pas d'influence sur la politique nationale. On dit souvent qu'une des difficultés dans le caractère un peu fossilisé de la politique japonaise, c'est le lien quasi organique entre les grands leaders des partis, les partis eux-mêmes et les énormes entreprises qui forment l'ossature économique du pays et qui a donc une mainmise de ces entreprises sur les politiques et donc une incapacité des politiques à obliger des réformes nécessaires à ces grandes entreprises. Est-ce qu'on sursimplifie ou est-ce que c'est à peu près ça? Il y a un troisième acteur là-dedans qui est la bureaucratie. La fonction publique est extrêmement puissante au Japon et qui définit la plupart des politiques. Koizumi a essayé de donner plus de pouvoir aux élus dans la mise en place, dans la définition des politiques. Mais traditionnellement, au Japon, depuis 1945, c'est vraiment la fonction publique qui a défini les politiques les plus importantes. Les ministres ont très peu de personnel politique comme tel. C'est les fonctionnaires qui sont sous-ministres et tout. Donc, eux protègent leurs prérogatives contre les politiciens.
Et évidemment, tout ce monde-là est en relation avec les milieux d'affaires. On appelait ça les 3 piliers de la croissance au Japon, donc le Parti libéral-démocrate, la bureaucratie et les grandes entreprises. Et évidemment, tout ça est encore là. On peut dire que ces 3 éléments-là ont été affaiblis par la crise. Pour diverses raisons. Le Parti libéral-démocrate parce qu'il a mal géré la crise, la bureaucratie parce qu'elle a été mêlée à des scandales qui ont mené à la crise, entre autres, et les grandes entreprises parce qu'elles aussi ont été mêlées à toutes sortes de choses, y compris des liens au crime organisé et qui ont, disons, miné un peu son image. Donc, les 3 ont été affaiblis, mais ils sont encore là. Et il n'y a pas d'opposition. C'est ça le gros problème au Japon. C'est que le système a été mis en place de telle façon qu'on a réussi à éliminer, par exemple, la force des syndicats. Éliminer. Ah oui, les syndicats, c'est des syndicats de boutique. Je veux dire, si on regarde ce qui s'est passé pendant la crise, les syndicats ont à peu près rien fait. Des personnes ont protesté, des intellectuels, des gens qui avaient été mis à pied, qui allaient protester devant les bureaux de l'entreprise qui les avait congédiés, mais les syndicats n'ont rien fait. Donc, les syndicats sont faibles. Mais c'est tout le contexte de l'après-guerre qui a mené à l'affaiblissement des syndicats. Les syndicats, comme je le note dans le livre, étaient extrêmement puissants juste après la guerre, à cause des réformes américaines. Mais à cause des événements mondiaux, c'est-à-dire la guerre froide, la montée du Parti communiste en Chine, l'administration américaine, qui était très favorable au développement des syndicats au départ, a demandé, ou en tout cas a acquiescé à des mesures extrêmement dures du gouvernement japonais contre les syndicats, qui étaient d'allégeance communiste et socialiste et très militants. Ce n'est pas du tout l'image qu'on a des syndicats depuis, mais les syndicats ont été mis au pas entre, disons, 48 et 53. Et depuis, les syndicats ont à peu près aucune force. Et donc, il n'y a pas on ne voit pas l'opposition dans le système. Alors ça, c'est un peu particulier, puis là, on revient à une histoire qui n'est plus récente, mais cette organisation des 3 piliers, avec des syndicats faibles, avait quand même produit dans les années 70, les années 80, le modèle japonais qui fonctionnait à plein régime, qui avait les meilleurs produits et qui ensuite s'est effondré. Donc, il y a eu quand même une capacité de dynamisme qui semble ne pas réussir à trouver son rebond. Oui, il y a plusieurs raisons à ça. Il faut dire que la crise dans les années 90 a été d'abord extrêmement mal gérée. Les premières difficultés apparaissent en 90, mais, et c'est un des problèmes que la bureaucratie a eu par la suite, c'est que plutôt le ministère des Finances, qui aurait dû mettre à jour les difficultés, a permis à des entreprises qui avaient spéculé pendant des années de continuer à financer des prêts non remboursables. C'est ça. Alors, la crise est financière. Ah oui, elle est financière. À l'échelle du Japon, c'est ce qu'on vit maintenant. Oui, exactement. C'est ce refus d'épuration des banques à ce moment-là, de couper les banques toxiques, qui a fait traîner en longueur cette crise. Exactement. Parce que les produits japonais, les voitures japonaises sont toujours qualifiées comme les meilleures. Ce n'est pas la capacité ou la compétence des Japonais qui est en cause, c'est leur incapacité à purger le système financier. Oui, et en fait, c'est ça, il y a eu beaucoup de spéculations sur les terrains, les spéculations à la bourse, qui a mené vraiment à une bulle spéculative. Il y avait aucune commune mesure entre le prix des actions, par exemple, et la rentabilité des entreprises. Tout ça s'est effondré à cause d'un changement de politique en 89, et la crise a duré jusqu'en 2003. Mais on l'a vu clairement à partir de 1995. Donc, pendant 5 ans, le ministère des Finances a permis finalement le refinancement de prêts non remboursables. Ce qui veut dire que les mauvaises créances sont passées... Les estimés sont variables. L'équivalent d'à peu près 500 milliards de dollars pour les estimés les plus bas autour de 90 à 2 ou 3 000 milliards de dollars en équivalent entre 97 et 98. C'est des sommes absolument colossales. Des sommes qui dépassent même les sommes investies par le gouvernement américain pour sauver les banques américaines. Ça, dans le temps qui nous reste, Bernard Bernier, j'aimerais qu'on parle un peu de votre livre, parce que le Japon au travail, évidemment, c'est l'image qu'on en a, que les Japonais travaillent énormément, ils travaillent trop, on ne pourra jamais travailler autant qu'eux, quoique les Américains travaillent plus d'heures par année que les Japonais depuis déjà presque une dizaine d'années. Mais qu'est-ce qu'il y a de neuf dans le Japon au travail? Parce que vous dites qu'on n'est plus dans le stéréotype. Alors, de quelle façon est-ce qu'on a dépassé le stéréotype?
Tout d'abord, un des grands changements dans le domaine du travail qui a été provoqué par la crise, c'est la diminution de la sécurité d'emploi, ce qu'on appelait le système d'emploi à vie. Le système d'emploi à vie, ça ne s'est appliqué toujours qu'à une minorité. Les grandes entreprises. 25 à 30 des salariés en gros. Mais ça a beaucoup diminué. Une des caractéristiques du marché de l'emploi depuis le milieu des années 90, c'est la baisse de l'embauche par les grandes entreprises, donc celles qui offrent les meilleures conditions de travail. Il y a eu une baisse d'à peu près 60% de l'embauche dans les plus grandes entreprises. Donc, on passait, je ne sais pas moi, de 100 000 personnes à 30 000 personnes, pour prendre des chiffres qui ne sont pas réels, là, mais qui sont dans mon livre. Donc, il y avait vraiment une baisse importante de l'embauche. Donc, une baisse du nombre de personnes qui profitaient de ce système-là. Évidemment, de l'autre côté, ça veut dire une augmentation du travail précaire. Et une des caractéristiques du Japon à l'heure actuelle, c'est justement le fait qu'on passe d'entreprise à entreprise et de contrat à contrat. Il y a beaucoup plus de mobilité qu'auparavant. Les jeunes sont plus prêts à le faire, peut-être parce qu'ils sont forcés à le faire. D'autres, par contre, disent que c'est ce qu'ils veulent. Il y avait un problème à travailler dans les grandes entreprises, c'est que pendant 10 ans, le travail était ennuyeux. C'était une large bureaucratie, on vous faisait passer d'une tâche à l'autre, mais on vous faisait faire vraiment les tâches les moins intéressantes, et les jeunes se plaignaient de ne pas pouvoir utiliser leurs compétences. Maintenant, ils peuvent peut-être l'utiliser un peu plus, mais dans un contexte qui est un contexte d'insécurité. Donc la sécurité a énormément diminué au Japon, et c'est ça le gros changement dans les conditions de travail. Et le temps de travail? Le temps de travail s'est maintenu. Les gens qui travaillent continuent à travailler beaucoup. Aussi peu de vacances, aussi les longues heures, les maris qui ne rentrent pas le soir. Les maris rentrent un peu plus tôt parce qu'ils travaillent longtemps, mais ils vont moins dans les bars et manger avec les amis. Ça, dans la période de crise, ça avait beaucoup diminué parce qu'ils avaient moins d'argent. Là, ça reprend moins, justement parce que les gens ont encore quand même moins d'argent. Ils ne sont pas vraiment sortis de la crise au Japon. Et donc, tout ça s'est modifié. Ce qui veut dire qu'il y a eu un changement dans le lien entre les entreprises et leurs employés. Donc, il y a moins de loyauté des deux côtés. Et ça, c'est un changement majeur. Et il y a moins aussi de cohésion des équipes à l'intérieur des entreprises japonaises. Et ça, je pense que c'est un changement important aussi. Alors, il y a quelque chose qui a toujours été présent dans la culture japonaise et qui l'est encore, c'est la chanson, la musique. Alors, je vous ai demandé de choisir une plage musicale qui exprime un peu votre amour du Japon. Vous y êtes allé presque chaque année depuis combien de temps? Alors, je suis allé la première fois en 66. 66. Je ne suis pas allé à chaque année, mais je suis allé souvent. Très régulièrement. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi? J'ai choisi des pièces d'une chanteuse qui s'appelle Nakajima Miyuki, qui a commencé sa carrière dans les années 70 et qui a développé un style qui mélange en fait le folklore japonais et la musique folk américaine. Et c'est une personne qui a une très belle voix, et il y a quelques pièces donc qui sont assez courtes et que j'ai choisies. Il y en a une qui s'appelle A Time, A Great Circle Song, et l'autre c'est On the Platform. Donc c'est deux chansons, je pense, c'est intéressant. Je pense que c'est typique du Japon, c'est-à-dire c'est cette capacité d'adapter ce qui vient de l'extérieur et de le mélanger avec des formes locales. Je pense que c'est ce qui s'est passé dans le cas du travail aussi. Bernard Merlier, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur la réalité japonaise, et nous écoutons, grâce à vous, vous allez la renommer pour moi. Madame Nakajima Miyuki. Donc en japonais, on donne toujours le nom de famille avant. Donc, Nakajima Miyuki. Nakajima Niumi. Miyuki. Miyuki. On va finir par y arriver. On l'écoute. そんな時代もあったねといつか話せる日が来るわあんな時代もあったねときっと笑って話せるわ En profondeur cette semaine, nous allons parler du monde arabo-musulman, cette bande qui va d'Afrique du Nord, Moyen-Orient, les États du Golfe. Les images qui nous viennent de cette grande région sont des images difficiles à décrypter. Les Français ont une expression pour parler du Moyen-Orient en particulier, c'est l'Orient compliqué.
C'est compliqué à plusieurs égards, à l'égard du pluralisme, la multiplicité des ethnies, des religions. Elles sont entremêlées de plusieurs façons, voulais-je dire. Et la radicalisation, évidemment, qui est associée. Oui, est-elle associée? Est-elle corrélée? Accompagne-t-elle ce pluralisme religieux et ethnique? C'est un peu de tout ça dont nous allons discuter avec nos deux invités aujourd'hui. D'abord, Valérie Amirault, merci d'être avec nous. Bonjour. Valérie, vous êtes professeure de sociologie ici à l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada en études du pluralisme religieux et ethnicité. Vous êtes détachée du CNRS. Très heureux de nous avoir au Québec avec nous. Un de vos derniers ouvrages parus est celui-ci, Politics of Visibility, Young Muslims in European Public Spaces. Vous êtes beaucoup intéressé donc au monde musulman en Europe, aux minorités. Vous avez coédité ce volume aux éditions Transcript. Notre deuxième invité, Frédéric Vérel, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Vous avez travaillé et séjourné précédemment en Égypte. Vous avez notamment publié la réforme du Code de statut personnel au Maroc, un des pays qui vous intéresse. C'est un chapitre dans un livre dirigé par Christophe Trainy, Émotion, mobilisation, qui est publié cette année, tout récemment, aux presses de Sciences Po. D'abord, ces deux termes, pluralisme et radicalisation, Valérie Amirault, qu'est-ce qui fait que ces deux termes s'accompagnent dans votre étude de la région et des phénomènes qui s'y passent? Alors, le fait de vouloir comme ça accoler ces deux notions m'est venu, vous l'avez rappelé, parce que j'ai prioritairement travaillé sur les sociétés non musulmanes et sur la façon dont les musulmans comme population et l'islam comme culte s'accommodaient de cette vie en contexte minoritaire. Et donc la question de la pluralisation en lien avec les phénomènes de radicalisation m'est venue parce qu'il y avait un surinvestissement à la fois dans le regard des politiques publiques sur la socialisation des jeunes musulmans en Europe, qui pensaient la radicalisation comme processus unique, univoque, tendant à la violence et à l'exclusion, et de l'autre côté, un pan de la littérature en sciences sociales qui regardait tout ce qui avait trait au pluralisme, à la fois comme projet politique, comme valeur, comme norme, et que rarement les deux étaient liés. Donc en fait, la question de recherche sur laquelle je travaille en ce moment s'interroge sur le lien entre le pluralisme comme condition de la radicalisation, mais je précise tout de suite que la radicalisation dont je parle, ce n'est pas forcément une trajectoire politique qui se termine, qui se conclut par la violence, ou qui se conclut par la destruction des biens ou des gens, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus ordinaire, qui confine à des comportements du type du mal-être, du malaise, de la difficulté de vivre avec des gens qui ne nous ressemblent pas, donc des interrogations très anthropologiques dans leur première définition, et qui peuvent avoir effectivement des trajectoires beaucoup plus amples, beaucoup plus profondes, et qui peuvent aller jusqu'à se constituer en mouvement. Donc l'interrogation que je pose sur les sociétés européennes à partir des populations musulmanes sur lesquelles je travaille, j'avais envie, dans le cadre d'un enseignement, de pouvoir les approfondir et de convoquer, si j'ose dire, des approches empiriques fines des phénomènes sociaux récents sur des enjeux religieux, mais pas seulement. L'enjeu pour moi de penser pluralisme et radicalisation, c'est bien de désislamiser cette logique sociale, ces phénomènes sociaux qui sont reliés aux deux entités. Alors là où il n'y a pas de pluralisme, alors on s'en vient à une minorité musulmane en France ou une minorité chiite dans un pays sunnite ou inversement, crée une condition de singularisation qui peut pousser à toutes sortes de comportements, dont la radicalisation, comme vous le dites, n'est pas nécessairement violente, ça peut être tout simplement, même pas un renfermement sur soi, mais une décision de vivre autrement, de façon très ferme et qui n'implique pas ou implique le moins de rapport possible avec le reste de la société. Mais dans une société qui n'est pas pluraliste, qui est très homogène, il peut aussi y avoir radicalisation, mais là de la société entière. Alors, il y a pour moi, derrière la question que vous posez, un enjeu fort qui est celui de la façon dont ces termes, qui sont des termes de sens commun, surabondamment utilisés par les médias, font sens pour des gens qui travaillent dans une perspective de sciences sociales, de sociologie, de sciences politiques ou d'anthropologie, puisque en la matière, l'interdisciplinarité sur les scènes moyen-orientales est quand même quelque chose qui domine et qui a contribué à diversifier les appareils méthodologiques. Donc l'idée du pluralisme comme quelque chose qui serait finalement halogène ou absent de ces sociétés-là
c'est quelque chose qui me paraît médiatiquement pratique, mais sociologiquement peu fondé. Ça nie toute la profondeur historique de la constitution de ces sociétés-là, de la façon dont les États qui se sont constitués récemment ont saisi cette pluralité, et qui n'est pas seulement une pluralité confessionnelle, une pluralité ethnique, linguistique, qui effectivement donne une autre vision de comment faire société et de ce qui fait société dans ces États-là. Alors la zone arabo-musulmane, elle est en plus particulière parce qu'on a tendance de nouveau, autre défi pour le travailleur en sciences sociales, on a tendance à la saisir et à la réduire à des enjeux culturels, à des enjeux religieux, alors que le social et le politique sont aussi produits par ce qui fait sens pour les gens, indépendamment des impositions de l'extérieur, du religieux ou du politique. Donc on est dans des contextes qui sont dans ce qu'on appelle en jargon des sorties d'autoritarisme. On a parlé beaucoup de la transitologie, comme on dit en sciences politiques, c'est beaucoup gargarisé de ce qui se passait dans le monde arabo-musulman, avec des impasses théoriques. Une démocratie est-elle possible? Ça a été une grande question dans les années 80. On se rend compte qu'aujourd'hui, que la démocratisation se poursuit, et qu'elle se poursuit par des canaux qui imposent de décentrer le regard, c'est-à-dire d'observer des comportements qui ne sont pas forcément des comportements organisés, et qui peuvent de nouveau être saisis dans des comportements et des manifestations très ordinaires de la radicalité. Alors je vous donne des exemples. En Arabie Saoudite, il y a un chercheur qui travaille en ce moment sur des phénomènes de déviance. Alors, qu'est-ce qu'être déviant socialement dans un contexte d'ultra-orthodoxie comme l'Arabie Saoudite, dont on nous rabâche dans les médias que c'est une société ultra-conservatrice, extrêmement contrôlante. On n'y voit pas beaucoup de pluralisme. Voilà. Alors, la pluralité, elle s'invente aussi au jour le jour, à l'aune, par exemple, des comportements de ces jeunes garçons qui vivent dans les périphéries de Riyad et qui ont inventé une forme de contestation qui est devenue une forme de contestation publique, visible, qui se manifeste et qui s'extériorise à partir de la mise en danger de leur propre vie, quelquefois de celle des autres aussi, à partir d'une pratique qui est celle qu'on pourrait trivialement appeler le rodéo, avec les voitures. Okay. Donc Pascal Ménoret, qui va participer à l'école d'été, est quelqu'un qui a travaillé en suivant au jour le jour la façon dont ces jeunes construisent cet appareil de protection de soi et de résistance aussi contre un régime qui ne reconnaît pas l'identité bédouine, qui ne laisse pas finalement de forme de déviance ou de forme d'expression plutôt autre que celle-ci, à des populations qui sont par ailleurs marginalisées socialement, marginalisées culturellement et qui vivent aussi aux marges d'une cité comme Riyad. On peut dire que c'est une forme de révolte ou de refus des codes et de refus du conservatisme social, comme Jimmy Dean le faisait dans les années 50, devenant le symbole de ces jeunes Californiens qui faisaient des rodéos en voiture pour exprimer leur refus des limites. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on assiste là dans une société qui est de l'extérieur vue et qui, effectivement, a une certaine manière de se présenter comme homogène, il y a un enjeu politique fort vis-à-vis de l'extérieur et aussi vis-à-vis du reste du monde arabe, mais qu'à l'intérieur de ces sociétés-là, si on prend la peine de travailler avec de nouveau des méthodes qui sont des méthodes de l'anthropologie et de l'ethnographie, on parvient à observer de manière systématique la façon dont des jeunes gens, indépendamment du regard de l'État, en construisant aussi des audiences et des publics qui vont les regarder, les admirer et du coup véhiculer leur trajectoire, on se rend compte que ces États-là, ces sociétés-là, a priori fermées, homogènes et dominées par un appareil de sens spécifique, qui serait l'islam wahhabite ou le salafisme, n'en produisent pas moins des comportements qu'on peut aussi repérer dans d'autres contextes sociétaux. Et c'est ça l'intérêt de retourner à ce que j'appelle une sociologie fine. On avait vu, je crois qu'il y a 2 ans, un engouement massif dans plusieurs pays arabes des jeunes pour voter par téléphone pour l'idole de l'année, l'idole TV. Donc, il y avait un mouvement de volonté de choix qui traversait les frontières et les États. On dit, bon, au moins pour une fois, on peut choisir nous-mêmes. Mais là, c'est une vedette, mais une vedette qui souvent, ou une jeune personne, qui transgressait un certain nombre de codes conservateurs également. Frédéric Vérel, vous avez, je l'ai dit, et Valérie, vous avez mentionné l'école d'été, donc on en parlera tout à l'heure, c'est l'école d'été justement sur ces thèmes, pluralisme et radicalisation dans le monde arabo-musulman. Frédéric, vous allez y participer aussi pour parler du Maroc. Je vais vous interroger sur l'Égypte, parce qu'en Égypte, c'est quand même le berceau des frères musulmans, certaines des traditions de la base théorique et pratique d'Al-Qaïda s'y retrouvent. Et c'est un lieu où on voit la trajectoire, la montée de la radicalisation, de la violence. Et ensuite, on est dans une phase maintenant pour un groupe important de déradicalisation. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, ce qui est intéressant, c'est que chez les frères musulmans, on a au moins depuis environ une vingtaine d'années
un refus en pratique très net de l'usage de la violence, même si en 2006, il y a eu des rumeurs autour de la reconstitution de la branche militaire ou armée avec une démonstration de force à l'université du Caire. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez les frères musulmans, aujourd'hui, on a toute une partie de la confrérie, de l'organisation, qui est véritablement tournée vers éventuellement la constitution d'un parti politique, en tout cas des pratiques politiques qui s'écartent de ce qu'on pourrait labelliser, caractériser comme radical. Et dans le même temps, on s'aperçoit que les frères musulmans n'intéressent plus un certain nombre d'acteurs qui, eux, préfèrent jouer d'autres jeux, jouer le jeu de la violence et éventuellement le jouer à l'extérieur. Et ça peut passer par l'Irak ou par l'Afghanistan. Les frères musulmans étaient la force la plus redoutée à l'époque, donc l'assassinat d'Anwar el-Sadat leur est crédité, si on veut dire. Alors, qu'est-ce qui a fait que des milliers de prisonniers aient renoncé à la violence, que le mouvement se soit... Pourtant, ils n'ont eu gain de cause sur rien. Alors, qu'est-ce qui explique cette déradicalisation? Gain de cause sur rien, j'irai peut-être pas jusque-là, puisque quand même, au moins, la société égyptienne, et c'est extrêmement visible, s'est réislamisée, hein, si le mot veut dire quelque chose. En tout cas, elle est devenue extrêmement pieuse, et les signes extérieurs de la religiosité sont partout, hein, jusque dans les ascenseurs ou dans le métro. Mais dans le même temps... Dans les ascenseurs, pourquoi? Parce qu'on peut inviter l'utilisateur à faire une petite prière pour monter jusqu'au 9e étage. Ça vous est arrivé? De prier ou d'avoir l'autocollant dans l'ascenseur? Les deux. Je prie peu dans les ascenseurs. D'accord. Et dans le même temps, ce qui est intéressant, c'est que on a donc des gens qui ont passé 10 ans, 15 ans dans des prisons qui sont loin d'être les 5 étoiles dont on parle souvent. Et il faut bien voir que sur le long terme, la répression, ça marche. Ça serait peut-être un conseil à donner à tous les gouvernants autoritaires de la région. Sur le long terme, on s'aperçoit que la répression a usé les organisations, elle a usé les hommes, et des gens qui étaient prêts à faire le coup de poing ou le coup de feu dans leur jeunesse, aujourd'hui, sont plutôt prêts à se tourner soit vers le caritatif, soit vers la politique, mais la politique parlementaire et la politique électorale. Oui, quoique les marges de manœuvre démocratiques en Égypte sont relativement restreintes. C'est-à-dire, quand je disais ils ont eu gain de cause sur rien, effectivement, l'islamisation, le fait que la société ait réadopté un certain nombre de pratiques qui étaient méconnues ou qui avaient disparu sous Nasser ou sous Sadat est un fait, mais au niveau de la prise du pouvoir politique par ces groupes, ils ont toujours été tenus à l'écart, ou est-ce que je me trompe? Non, c'est évident que les succès électoraux sont taillés ou sont décidés par les régimes, hein, et que les 88 sièges des frères musulmans, ça pouvait être une surprise en 2005 et très visiblement ça ne se reproduira jamais, mais on pourrait penser à d'autres mouvements et par exemple la plus grosse organisation islamiste marocaine qui est toujours interdite, en tout cas tolérée sans être autorisée, hein, justice et bienfaisance, ces leaders disent nous avons le temps et le jour où le pouvoir devra tomber entre nos mains, il tombera comme un fruit mûr. Alors effectivement, ça c'est quelque chose d'important. Si j'essaye de le mettre en termes sociologiques, ça touche à tout ce qu'on appelle l'étiquetage, c'est-à-dire la façon dont les acteurs entre eux se considèrent et se définissent comme modérés ou radicaux. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la façon dont on travaille, dont je travaille la radicalisation, est toujours pensée en interrelation, en interaction avec un contexte, une histoire et d'autres formes de entrer en politique ou sortir de politique. Alors, il y a les deux tactiques comme réponse à ce que vous venez de rappeler. Il y a l'attitude qui consiste à, de radical, devenir un pragmatiste qui s'accommode et qui souhaite rester au pouvoir. C'est ce qu'on a vu, par exemple, dans la configuration turque, hein, où on a vu, effectivement, depuis 69, lentement, là, on sort légèrement du monde arabo-musulman, mais il ne faut pas oublier aussi la dimension transnationale de tous ces phénomènes-là, c'est-à-dire les échos que peuvent avoir des gains et des victoires politiques dans un espace même qui, linguistiquement, n'est pas le même. Et là, on a bien vu sur une quarantaine d'années se pragmatiser, si j'ose dire, le passage au politique d'un parti qui, depuis 69, s'était constitué comme le mouvement radical
le mouvement le plus radical, le seul mouvement authentiquement radical du paysage politique turc, et qui, depuis 94-95 et les premières victoires aux élections municipales, jusqu'à l'arrivée non seulement au gouvernement, mais aussi à la présidence de la République, s'est lentement constitué comme finalement un parti, on dirait, de droite conservatrice. Donc les deux tactiques sont à penser ensemble, les deux types de réactions sont envisageables. La fin ultime de la radicalisation n'est pas forcément la radicalité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien distinguer. Il faut aussi bien penser que quand on souligne le pluralisme de ces sociétés-là, on souligne ce qu'on essaye de montrer, c'est aussi la façon dont la pluralisation contraint à une forme de radicalisation, c'est-à-dire à, par exemple, un durcissement du discours au niveau théologique. Ça, c'est ce qu'on observe très très précisément sur le chiisme, par exemple. Dans le contexte iranien, cette fois, on est de nouveau à la marge du monde arabo-musulman, on n'est plus dans un espace linguistique arabe, mais on se rend bien compte que depuis 1979, la diversification et la pluralisation des autorités, des pôles d'autorité dans l'espace chiite, que de nouveau de l'extérieur on a tendance à ramener à une homogénéité, une linéarité totalement fausse, ont produit des compétitions, des pôles d'autorité en lutte, non seulement à l'intérieur de l'Iran, mais à l'extérieur de l'Iran. Il ne faut pas oublier, j'insistais tout à l'heure, sur la dynamique transnationale. On travaille sur des régions qui sont vraiment traversées par des phénomènes de trajectoires comme ça qui échappent aux politiques nationales pour ensuite être ressaisies à des échelles très locales et éventuellement traduites. Donc on a même des phénomènes de surenchère théologique entre l'Arabie saoudite, l'Iran, les autres forces musulmanes, au sein des chiites, au sein des sunnites et entre eux. Je dirais que pour des gens qui sont intéressés par la question du pluralisme religieux, le chiisme en ce moment, c'est vraiment l'objet le plus intéressant. C'est l'objet le plus intéressant parce l'opinion publique découvre la sensibilité irakienne pour le chiisme, découvre le sens et la pertinence politique du chiisme dans des régions dont on n'avait pas forcément parlé depuis l'arrivée de Khomeini au pouvoir il y a maintenant plus de 30 ans. Mais le sens aujourd'hui de regarder ce qui se passe dans le chiisme, c'est précisément d'observer comment un discours religieux théologique avec des implications juridiques et des traductions politiques se diversifie, se radicalise sur un certain plan et en même temps est obligé d'intégrer des dimensions politiques qui ne sont pas forcément territorialisées de là où les autorités parlent. La façon dont la guerre au Liban se déroule en 2006 a eu un impact aussi sur les autorités chiites iraniennes. Donc il faut bien voir ça comme un espace de circulation. Le temps des frontières fermées est évidemment révolu, on le sait tous, on travaille tous à partir aussi de positions qui ne sont pas forcément des positions ancrées dans les territoires qu'on observe. C'est la même chose quand on travaille sur la région arabo-musulmane, et c'est un enjeu épistémologique fort pour les gens qui travaillent sur cette zone-là, qui consiste à dire, cette région a des choses à nous dire sur ce que nous observons chez nous, et en même temps, tout en ayant évidemment des précautions scientifiques de base, qui consistent à définir ce par quoi on entre dans l'étude d'un sujet, on peut aussi travailler en sociologie, en sciences politiques, sur ces régions-là, comme on travaille sur d'autres. Alors les frontières n'existent pas non plus pour nos sociétés, puisque en Europe, où les minorités musulmanes sont importantes, mais aussi en Amérique du Nord, où elles sont significatives, à Montréal en particulier. Donc, ces populations sont sensibles aux débats qui se passent dans la région arabo-musulmane, mais est-ce que la distance provoque je ne sais pas, un pare-choc? Est-ce qu'on a une vision, disons, un écho plus radical de ce qui se passe dans ces régions, ou au contraire un écho plus apaisé? Mais peut-être que ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce qui se passe en Europe ou au Canada ou en Amérique du Nord a aussi maintenant, et c'est ça qui est très intéressant quand on parle de, comme le dit Valérie Amirault, de transnationalisation, c'est ce qui se passe au Nord, en Occident, pour les musulmans, a aussi maintenant un impact sur les scènes musulmanes, arabes ou iraniennes ou turques. Et ce qu'on a appelé, ce qu'Alain Roussillon appelait les nouveaux penseurs de l'islam, sont bien des gens qui sont un en Inde, un autre qui est égyptien mais qui est aujourd'hui à Leiden en Hollande, et qui pensent et réfléchissent à l'intérieur de l'islam en tant que musulmans et entendent confronter l'islam à la laïcité, à la démocratie, au pluralisme, et indépendamment du fait que ces penseurs sont à l'extérieur du monde musulman, d'une certaine manière, ils sont aussi entendus, et surtout pour l'instant pour être réfutés ou critiqués ou condamnés, mais de toute façon, il faut bien voir que ce qui se passe à l'ouest
en Occident, a aujourd'hui un impact et qui n'est pas celui auquel on penserait nécessairement sur ces sociétés-là. Alors, Frédéric Vérel, vous allez participer, je le disais tout à l'heure, à l'école d'été sur la question du Maroc. Valérie, vous dirigez cette école. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? D'abord, les dates, mais qu'est-ce que quelqu'un qui s'inscrit à cette école, qu'est-ce qu'il va y trouver? Qu'est-ce qu'il va pouvoir y puiser? Alors, c'est une école évidemment qui est destinée à la fois aux étudiants, quelle que soit leur discipline de sciences sociales, et c'est un cours qui est aussi destiné à des gens qui ne sont plus étudiants, qui sont intéressés par à la fois les questions qu'on évoquait à l'instant, donc des questions, des enjeux sociologiques, je dirais, qui nous concernent aussi dans les sociétés dans lesquelles on vit ici, et qui sont intéressés par le Moyen-Orient, puisque l'organisation de l'école est conçue de la manière suivante. On a des intervenants extérieurs, on a des intervenants qui viennent des États-Unis, on a des intervenants qui viennent de France, on a des intervenants qui viennent d'Ottawa, et on a des intervenants qui viennent de l'Université de Montréal. Et à ces personnes, j'ai à chaque fois demandé, avec Steven Heidemann, qui est le co-titulaire de cette école, de Georgetown, je leur ai demandé de venir répondre à cette question, pluralisme et radicalisation, comment les penser ensemble, à l'aune de travaux empiriques qu'ils ont récemment conduits dans des zones géographiques circonscrites. Donc l'ambition, c'est vraiment de dérouler, sur les 6 jours que dure l'école, des clichés, des photos prises dans l'instant du travail empirique sur le Maroc, le Liban, l'Irak, l'Iran, Israël, les pays de la péninsule également du Golfe. Donc vous voyez qu'on a une compréhension du monde arabo-musulman qui est assez extensible, assez flexible, avec à chaque fois une reprise qui est ensuite assurée par l'intervenant et par moi, des thématiques et des concepts qui sont utiles à comprendre le développement social de ces mondes-là. Très bien. Alors, ça se déroule du 29 juin au 4 juillet. Pour des informations, voir le programme, s'inscrire, on vient sur le site du Cerium, cerium.ca. Et Valérie, comme vous le savez, lorsqu'on vient à cette émission, il faut choisir une plage musicale qui a un lien avec notre propos. Qu'avez-vous choisi et pourquoi? Alors j'ai choisi, toujours dans la sociologue que je suis, s'intéresse à tout, à ce qu'on mange, à ce qu'on entend aussi. Et il se trouve que la scène musicale alternative du monde arabo-musulman est extrêmement riche, notamment tout ce qui concerne le hip-hop, le rap et le heavy metal. Et donc j'ai choisi une chanteuse qui est d'origine turco-iranienne, qui est styliste de mode, mais qui ne parvient pas, enfin qui voudrait bien vivre de son art musical, mais qui n'y parvient pas, donc qui continue de travailler comme designer à Téhéran. Je vais dire son nom, elle s'appelle Salomé, donc les gens qui me connaissent savent que j'aime beaucoup ce prénom. Et c'est quelqu'un qui souhaite rester dans la scène underground musicale iranienne, qui se produit très régulièrement à l'extérieur, à Amsterdam, Berlin, donc qui se produit en concert, mais qui sur place préfère adopter ce qu'elle appelle une stratégie de résistance. Donc elle parle de tout, elle parle de politique, elle parle d'amour, elle parle de vie sexuelle, elle parle de contraintes, elle parle de liberté, elle parle de plein de choses et de paix beaucoup. En turc. En persan, en allemand, en turc. Très bien. Et la plage que vous avez choisie? Est en persan, elle chante avec un de ses collaborateurs habituels, Tahan. Très bien. Alors, Frédéric Vérel, merci beaucoup d'avoir été là. Valérie Amiro, merci aussi. Merci à vous. Et nous écoutons, grâce à vous, Salomé. عنوانای بی‌معنی مال خودتون چون من اگه برا شهرت رپ میکردم عکستم اونقدر پخش میکردم با آرایش غلیظ و مصاحبه آبکی جهالت و بدبختیمو نقش میکردم چون که هیپ هاپ برا ما جنبش گم میشه هویتمون با تقلید کن میشه تحول درونی با تردید اگه ندونیم چرا رپ نباید. On parle souvent à cette émission des questions écologiques, des questions d'énergie, des questions de changement climatique. Qu'est-ce qu'il faut lire pour essayer de comprendre la situation sans devoir se taper la totalité des études scientifiques qui sont produites chaque année? Nous avons posé la question à notre invité d'aujourd'hui, Pierre-Olivier Pinault. Merci d'être là. Bonjour. Pierre-Olivier Pinault, vous êtes donc professeur au HEC, au service d'enseignement des méthodes quantitatives de gestion. Oui. Parmi vos derniers articles parus, on trouve un texte sur une redéfinition, vous appelez à repenser le prix de l'électricité au Canada, donc Rethinking Electricity Pricing, Richer, Greener and Fairer, c'est-à-dire pour être plus riche, plus équitable et plus vert. Alors, tout un programme, c'est un texte à paraître. Et vous avez lu pour nous 2 ouvrages. Alors, d'abord de Normand Mousseau, L'indépendance énergétique,
un projet exaltant où il propose que le Québec devienne un lieu qui se départirait du pétrole. Et cet autre ouvrage international vers la sortie de route, qui est un ouvrage de l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie et de Global Change, qui, comme son nom l'indique, est une ONG basée en France. Alors, parlons donc, pourquoi ces deux ouvrages parmi les centaines qui existent sur le sujet? Ces deux ouvrages m'ont vraiment frappé parce qu'ils présentent un aperçu, un panorama de la situation extrêmement clair, extrêmement détaillé, avec, et à mon avis c'est là leur grande force, des explications des technologies actuelles et qui sont envisageables pour les prochaines années, en expliquant très bien que les solutions technologiques ne sont pas véritablement la solution à nos problèmes. Parce que souvent, on a tendance à penser que pour les changements climatiques, des nouvelles technologies vont venir résoudre nos problèmes. Donc, on entend souvent les gouvernements dire il faut investir dans des technologies. Il faut que l'état de la recherche actuelle ne nous permet pas de lutter efficacement contre les changements climatiques. Mais ces deux ouvrages-là, ils nous disent on a des technologies actuellement et elles pourraient nous permettre de faire des grands gains. Les technologies de rechange, des solutions sont encore problématiques, mais surtout, il ne faut pas les attendre pour agir aujourd'hui. Donc, on a à la fois l'heure juste sur les technologies, sur la situation et sur le chemin à parcourir pour nous amener vers une économie qui émet moins de gaz à effet de serre. Très bien. Alors, si on se pose la question des technologies, donc vous dites qui donnent l'heure juste, bon, on sait maintenant que l'énergie tirée du maïs, donc l'éthanol, donc les biocarburants, ne sont pas une solution, du moins dans leur forme actuelle. Certains nous parlent aux États-Unis du clean coal, du charbon propre, qui est aussi contesté quant à sa viabilité. Et on dit qu'il faut vraiment se tourner vers la géothermie. Est-ce que c'est aussi le diagnostic qui est posé ici? Alors, dans le second ouvrage sur les transports, on ne parle pas de géothermie parce que, évidemment, la géothermie peut difficilement être une source d'énergie pour le transport, quoique on pourrait produire de l'électricité et ainsi amener du carburant pour les voitures. Donc ça, c'est un élément sur lequel on pourra revenir, c'est les véhicules électriques et quel genre d'évaluation ils en font. Pour le résidentiel, il y a une très grande quantité de chauffage et de climatisation qui peut être amenée par la géothermie. Donc effectivement, c'est un potentiel à exploiter qui commence à être exploité, mais qui malheureusement n'est pas encore connu et surtout qui n'est pas encore compétitif avec la structure de prix qu'on connaît pour l'énergie en Amérique du Nord. Qu'est-ce que ça signifierait pour un propriétaire de maison à Montréal qui voudrait, lui, faire de la géothermie? Je ne suis pas un expert en installation de systèmes géothermiques, mais ça varie beaucoup. Ça varie beaucoup selon d'abord le type de sol dans lequel on doit creuser. Ça varie selon le type de maison qu'on doit chauffer, mais il faut compter, d'après les informations que j'ai entendues, entre 15, 20, 30 000 $ pour l'installer, et ça peut couvrir jusqu'à 70% des besoins de chauffage de l'immeuble. Et c'est une captation individuelle, ou c'est par quartier, ou c'est par bloc de... Alors, tout peut exister. On peut le faire de façon individuelle. Il y a des gens qui le font de manière individuelle. C'est évident que si on creuse un puits géothermique pour un quartier, on a des économies d'échelle et ça devient plus intéressant dans ce cas-là de chauffer un bloc. Alors, il y a les scénarios pour sortir de la crise écologique actuelle, enfin de la crise du changement climatique, et évidemment, on tient pour acquis ici que l'âge du pétrole, on n'est pas dans les belles années, on commence à être dans les mauvaises années du pétrole, donc le prix du pétrole va augmenter. Alors, qu'est-ce qui vous a apparu le plus intéressant dans les propositions de sortie de crise? Mais dans le cas de M. Mousseau, dans son livre, il fait un peu le bilan et il dit donc le pétrole a apporté énormément à l'humanité et va continuer d'apporter à l'humanité malgré le fait qu'il y ait des émissions de gaz à effet de serre. Il présente en gros deux arguments pour sortir du pétrole. Le premier, c'est un argument économique, c'est que le Québec, comme il ne produit pas de pétrole, achète de l'extérieur et donc il y a des flux financiers énormes qu'il évalue à 10 milliards de dollars par année hors du Québec. Et il dit pourquoi cet argent-là ne resterait pas au Québec. Et surtout quand on sait que le pétrole va coûter de plus en plus cher et qu'éventuellement un jour on n'aura plus de pétrole. Donc, il se dit il faut sortir de ça et les solutions qu'il propose, donc c'est des solutions qui se rapprochent beaucoup de ce que le deuxième ouvrage discute, qui est
revoir la manière dont les transports sont organisés, parce qu'il faut se rendre compte que le transport, à l'échelle canadienne et mondiale, représente, quand on inclut toutes les émissions sur le cycle de vie de la production des carburants, 40% de la consommation d'énergie mondiale. 40% pour se déplacer en voiture, en autobus, en avion. Voilà. Mais quand on parle du 40%, il y en a l'immense majorité, c'est pour le transport routier. Même si par individu, par kilomètre parcouru pour un individu, il y a beaucoup plus d'émissions dans les avions, dans le transport aérien, il reste que c'est le transport routier qui est la part du lion du problème. Et là, est-ce qu'il y a une autre solution que d'abandonner la voiture? Donc c'est là où le cahier de l'Institut de l'IEPF sur la sortie de route, ils analysent les solutions pour les voitures, donc les solutions de rechange à l'automobile. Et donc, si on regarde, on veut conserver le véhicule individuel, mais il faut se tourner vers différentes technologies avec le moteur à combustion qu'on connaît actuellement, donc soit des véhicules hybrides, qui conserve donc une consommation d'hydrocarbures. L'allègement du poids des voitures est aussi un grand facteur d'amélioration. Donc il y a un article qui évalue à ce moment-là tous les gains d'efficacité qu'on peut faire avec une voiture relativement conventionnelle, mais avec une technologie hybride. Après, ils évaluent ce que l'électricité, une voiture électrique pourrait faire. Mais dans les deux cas, on s'aperçoit que oui, il y a des gains majeurs à réaliser, sauf qu'à l'échelle planétaire, ça ne suffira pas pour véritablement sortir. Et que, parce que même si on fait beaucoup de gains, les Chinois et les Indiens augmentent, eux, leur parc automobile, même si les voitures sont plus efficientes au point écologique, ben, c'est toujours des additions. Exactement. Donc, il faut, et c'est là où le problème devient compliqué, il faut revoir la manière dont on pense la mobilité dans nos sociétés. Il faut justement essayer de combattre cette idée qu'on peut tout avoir de manière instantanée et se déplacer à souhait comme on l'a. Il n'y a pas du tout de jugement de valeur. De jugement de valeur, mais non, mais d'immobilisme. On ne veut pas retourner à une société sédentaire où plus personne ne bouge. Mais l'idée, c'est de bien comprendre les mécanismes qui font en sorte que les individus veulent se déplacer. Il y a un concept intéressant qui est développé, qui est celui du budget temps-déplacement. Qui peut être résumé ainsi, qui dit une personne va avoir par exemple un certain budget de temps de déplacement de 1 heure. Si on lui donne un moyen de transport rapide, ben, il va simplement aller plus loin parce qu'il est prêt à assumer 1 heure de déplacement. Donc si on comprend ça, on peut s'apercevoir que pour faire des villes compactes, ben, on va toujours devoir lutter contre ce concept-là qui fait que les gens vont vouloir toujours utiliser leur heure de déplacement. Donc il faut, à un moment donné, il va falloir légiférer pour ne pas permettre à tout le monde de faire notre étalement urbain tel qu'on le connaît et offrir des modes de transport plus acceptables à l'intérieur des villes, ce qui, outre les gains énergétiques, aurait des gains en termes de productivité individuelle, puisque les gens pourraient passer plus de temps soit en famille, donc avoir des gains de productivité qu'on pourrait dire familiaux, ou des gains de productivité au travail parce qu'ils travaillent plus. Mais c'est toujours le problème. On dit, bon, ben, dans des grandes agglomérations, on peut toujours réfléchir à ça, mais dans les régions, le Québec est un lieu de région où les gens doivent se déplacer, où il n'y a pas la masse critique pour avoir des autobus, etc. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc voilà ce qui se passe avec ça. Il faut aussi comprendre le problème. Le problème de l'étalement urbain, même dans région, est exacerbé par le fait que les gens ont accès à des routes et des voitures. Donc beaucoup de gens en région se disent « Pourquoi je vais habiter, par exemple, à Rimouski dans la ville, et alors que je peux habiter à 10 km et tous les jours faire ces 10, 20, 30 km en voiture parce que ça ne me coûte pas cher et parce qu'il y a des routes. Alors que ces gens-là ne sont pas des agriculteurs, ils sont des professionnels qui simplement se donnent la qualité de vie. Je comprends, mais les agriculteurs, eux? Donc il y a des agriculteurs, et là ce qu'il faut voir, c'est que on ne parle pas ici de rendre l'accès aux véhicules, à interdire l'accès aux véhicules. On se dit, mais il y a certaines catégories professionnelles qui peuvent bénéficier éventuellement de programmes spéciaux, de conditions particulières. Les agriculteurs en bénéficient déjà de plusieurs programmes spéciaux. Et on peut revoir les déplacements. Mais là où je voudrais revenir, c'est sur l'efficacité des véhicules individuels actuels. On pourrait faire, dans les conditions technologiques actuelles, des gains de 20, 30, 40%. Si on regarde le parc automobile moyen nord-américain comparé au parc automobile européen, on a déjà 30% de gains,
potentiel qui est à faire, simplement parce que les Européens ont un parc automobile plus efficace. Donc ces 30%-là, ils permettraient déjà de faire des économies incroyables sans interdire à qui que ce soit d'aller à aucun endroit. Pierre-Olivier, le temps file, on pourrait continuer longtemps, on va vous réinviter. À cette émission, on demande à l'invité de nous suggérer une plage musicale. Qu'avez-vous choisi et pourquoi? Alors, j'ai choisi la plage Vélivoliste de Yann Fournier, qui est un chanteur et interprète et dans ce cas-là compositeur, parce que c'est une pièce instrumentale. Et Vélivoliste, c'est la personne qui fait du vol plané dans les airs. Donc, c'est un peu le mode de transport auquel on rêve tous, parce qu'on a la liberté de voler, mais sans moteur, et c'est uniquement en utilisant les courants d'air chaud et d'air froid pour planer sur le ciel. Alors, j'ai pensé que comme le transport était au cœur à la fois de nos aspirations humaines et de nos problèmes, c'était à la fois ça symbolisait ce thème musical Vélivoliste, cette idée qu'on pouvait voler mais sans avoir un impact sur l'environnement dommageable. Pierre-Olivier Pinault, merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous écoutons grâce à vous Vélivoliste de l'interprète Yann Fournier. C'était notre émission pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les personnes qui ont été interviewées pendant l'émission, sur les livres dont on a discuté, vous pouvez venir sur le site du Cerium, cerium.ca. Vous y verrez également les conférences que nous préparons pour les jours et les semaines à venir. Vous êtes invités à y participer. L'entrée est toujours libre. Et vous verrez également de l'information sur les écoles d'été du Cerium. Ce sont des écoles qui sont ouvertes aux étudiants de maîtrise et de fin de bac, mais aussi à des gens comme vous intéressés par l'information internationale. Il s'agit de 6 jours intensifs que nous organisons du 29 juin pour une première semaine et ensuite jusqu'au 11 juillet. Je vous donne rapidement les thèmes. La présidence d'Obama, l'an 1, Inde, surprenante modernité, la Chine éveillée, comment elle change et nous change, pluralisme et radicalisation dans le monde arabo-musulman, terrorisme, le comprendre pour le prévenir, opération de paix, comment on construit la paix, et nous offrons 2 séminaires sur des questions environnementales. D'abord, une introduction au droit international du changement climatique, puis la biodiversité, enjeux et défis. Dans chacune de ces écoles, les professeurs de l'Université de Montréal, leurs collègues internationaux, une dizaine d'experts en tout pour chacune des écoles vous aident à comprendre l'ensemble de la situation, du thème ou de la région choisie. Merci à vous d'avoir été là, je ne le dirai jamais assez, à la fois sur le réseau de Radio Ville-Marie ou au Canal Savoir. Vous pouvez également revoir cette émission et les précédentes sur le site du Cerium. Et merci à l'équipe technique Luc Laflamme, Jocelyn Spronken et Onyang Guerriev. À la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.